Si tu veux découvrir comment la guerrière en moi est née, de mes difficultés, comment mes blessures d'ado ont saboté ma confiance et comment je suis devenue finalement une jeune femme insécure, je t'invite à écouter cet épisode. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ceci est l'épisode 4 et la deuxième partie de la série spéciale L'éveil d'une guerrière en talons, dans laquelle je te dévoile comment j'ai transformé mes blessures en puissance et comment est né mon concept de guerrière en talons. Si tu es là, je suppose que c'est parce que tu veux connaître la suite de l'épisode précédent, ou si tu es nouvelle dans ce podcast, je te remercie de me rejoindre dans cette aventure et je t'invite à d'abord écouter au moins l'épisode 3, qui est l'étape 1 de cette série spéciale. Dans l'épisode précédent, j'ai abordé des éléments essentiels de mon enfance, car tout part de là. Je t'ai présenté ma dynamique familiale hors du commun. En tout cas, c'était le cas à l'époque, même si maintenant, ça devient un petit peu plus commun de voir ce genre de choses. Je t'ai présenté les personnages principaux de l'histoire de ma vie et surtout, je t'ai raconté comment ces premiers modèles féminins et masculins avaient façonné mes croyances. Dans cette deuxième partie, je vais te parler des étapes importantes qui ont marqué le début de mon adolescence et qui ont ancré mes blessures en moi, bien plus profondément que je ne voulais bien l'admettre en fait. Et ces événements ont bousculé tout mon petit monde alors que j'abordais à peine l'adolescence et ont fait naître en moi le mode guerrière qui m'a aidée à tout traverser. Alors, je t'avais donc parlé de mon père, cet homme froid et distant, exigeant et tyrannique, qui tout à coup avait décidé de s'investir dans ma vie et de m'initier au sport, qui était une de ses passions. Et aussi, je pense, parce qu'il trouvait que mon tour de taille était trop large à son goût. Je l'avais un petit peu abordé dans l'épisode précédent. Donc je devais avoir environ 10 ou 11 ans quand on a commencé à aller faire de la marche ensemble et ensuite nous avons été quelques fois nager. Mon père a toujours été sportif, il était passionné de cyclisme. Il lui arrivait d'ailleurs de manquer notre rendez-vous du mercredi après-midi pour aller rouler. Je fais ici une petite parenthèse pour poser le contexte, pour vous parler d'une de mes copines à l'école, à l'époque du coup. Et cette copine, elle avait perdu son papa très tôt dans sa vie, je pense quand elle était en maternelle. Elle ne se souvenait pas beaucoup de lui. Sa mère était en couple avec un autre homme, et donc bon, voilà, soit. Mais si je t'en parle, c'est parce qu'un jour, et un mercredi pour être précise, justement un de ces mercredis où mon père a préféré aller en vélo plutôt que de venir me chercher. Dans la soirée, j'étais chez mes grands-parents, dans ma chambre, et je jouais avec mes poupées. Et je m'en souviens comme si c'était hier. D'un coup, je m'arrête de jouer. Et je pense à cette copine d'école qui n'a plus son papa. Et une question me traverse. Et je me demande, tiens, comment est-ce que je me sentirais moi si j'avais plus mon papa? Et je me souviens que cette question, je me la suis posée très objectivement. Je ne savais pas vraiment dire en fait si ça m'aurait vraiment rendu triste ou si je n'aurais rien ressenti en réalité. Mon père faisait partie de ma vie, mais il était très peu investi, surtout émotionnellement. Il n'y avait pas de réelle connexion. Et je ne savais pas du tout pourquoi je pensais à ça, mais voilà, ça m'a traversé l'esprit et bon, je me suis pas attardée là-dessus. J'avais pas vraiment de réponse et je suis retournée à mes jeux. Mais ce que je ne savais pas, c'était que pendant que cette pensée me traversait l'esprit, mon père était entre la vie et la mort. Ce n'est que le lendemain qu'on a reçu un appel de mon grand-père paternel, nous apprenant que mon père était aux soins intensifs,
qu'il avait eu un accident de vélo, qu'il avait été renversé de plein fouet par une camionnette à un carrefour. Et à l'heure où je me demandais s'il me manquerait, s'il disparaissait, en fait, il était inconscient sur un trottoir. Cliniquement mort pendant 20 minutes. C'est un pompier arrivé rapidement sur les lieux qui, grâce à sa détermination, a réussi à le ranimer. Mon père était finalement en vie donc, mais ne remarcherait probablement jamais, ce qui a été le cas. Et lorsque je suis allée le voir à l'hôpital, je me souviens qu'encore une fois, je ne savais pas trop ce que je ressentais. Je savais que je devais me sentir triste. C'était horrible ce qui m'arrivait vu de l'extérieur. Mais en réalité, j'étais un peu comme vide. Mes grands-parents ont été d'un grand soutien dans cette dure épreuve, pour moi, pour mon père, pour sa femme. Nous avons été lui rendre visite toutes les semaines à l'hôpital pendant des mois. Et pour que tu aies tous les éléments, je dois ici te parler de ma grand-mère paternelle, donc la maman de mon papa. Car je ne l'ai pas citée dans l'épisode précédent. Ma grand-mère paternelle était atteinte depuis très longtemps de sclérose en plaques. Je ne l'ai jamais connue présente, en fait. Elle était paralysée totalement. Elle ne savait pas manger seule, elle ne savait pas parler, elle ne s'exprimait plus logiquement. Et donc, elle était totalement dépendante de mon grand-père paternel. Il faut lui laisser ça, il s'est occupé d'elle jusqu'à son dernier jour. Et mon grand-père paternel, connaissant donc la difficulté d'une vie de dévouement, de sacrifice pour un conjoint paralysé, a pris la décision un peu indélicate d'en parler à ma belle-mère. Ça partait d'une bonne intention. Elle était encore jeune, elle aurait pu avoir l'envie de refaire sa vie ou d'avoir des enfants, etc. Sauf que cette discussion a été très, très, très mal reçue. Mon père s'est senti trahi et n'a plus jamais voulu revoir son père après ça. En ce qui me concerne, j'ai donc été à ce moment-là prise en étau entre mon père et mon grand-père paternel. Mon père voulait évidemment que je prenne son parti et que j'éjecte mon papy de ma vie aussi, mais moi ça me semblait pas juste, évidemment, j'avais rien à voir dans leur querelle, et puis je comprenais aussi en fait le point de vue de mon grand-père. Et mon grand-père, lui, blessé et en colère, n'a pas arrêté de me remonter contre mon père. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai cité dans l'épisode précédent que mon père n'avait pas pu légalement me reconnaître à ma naissance, vu qu'il n'était pas divorcé de son premier mariage. Et le fait est que 11 ans plus tard, il l'avait jamais fait. Et après tout, personnellement, je m'en fichais complètement. À mes yeux, c'était qu'un bout de papier, je voulais pas changer de nom, donc pas de souci. Mais du coup, mon grand-père, triste et en colère, il tenait à ce bout de papier. Il tenait à ce que je fasse tout pour me faire reconnaître par mon père. Parce qu'il ne voulait surtout pas prendre le risque que son héritage parte du côté de sa belle-fille, qu'il tenait pour responsable de la situation, bien entendu. Il fallait bien blâmer quelqu'un. Et pendant quelques temps, j'ai maintenu la relation, mais à un moment, ça m'a vraiment gonflé. C'est devenu trop lourd à porter pour moi. J'ai préféré lui en parler et on a fini par se perdre de vue pendant des années. Et entre-temps, mon père est sorti de l'hôpital. Il a vécu chez ses beaux-parents pendant plusieurs mois en attendant d'emménager dans une maison adaptée à son handicap. Et j'ai continué à lui rendre visite une fois par semaine, toujours accompagnée de mes grands-parents, évidemment. En plus, pour ne rien gâcher, mes grands-parents et les beaux-parents de mon père s'entendaient assez bien, donc tout le monde y gagnait. Et mon père prenait étonnamment bien la situation. Je me souviens que je ne l'ai jamais vu se plaindre de son état. Il blaguait même en disant qu'au lieu d'aller voir les magasins de vélo, il irait voir les magasins de chaises roulantes. C'était assez déconcertant, mais on dirait presque que ça l'arrangeait de ne plus devoir travailler, de pouvoir être encore plus servi comme un roi et encore plus être le centre de l'attention. Ça peut paraître horrible, dit comme ça, j'en ai conscience, mais c'est vraiment l'impression qu'il donnait, quoi. Et quelques mois plus tard, finalement, il emménage dans sa nouvelle maison, donc, et ça va encore annoncer une belle péripétie. Mais avant ça, je dois changer de personnage. Je voudrais revenir sur ma tante. J'ai parlé dans l'épisode précédent de l'influence positive qu'elle avait eue sur moi,
puisqu'elle était comme une grande sœur, un modèle. Je la voyais heureuse professionnellement, elle était mariée. Entre-temps, elle était devenue la maman de jumeaux absolument adorables qui avaient bientôt 2 ans. Et grâce à elle, malgré tous les autres exemples de relations amoureuses déplorables que j'avais autour de moi, j'avais de l'espoir. Jusqu'au jour où elle nous annonça qu'elle allait demander le divorce après avoir découvert plusieurs infidélités de son mari. Comment te dire que nous sommes tombés de très haut. Leur couple n'était pas parfait, évidemment, ils connaissaient leur lot de difficultés, mais là, c'était vraiment un choc. Et bon, ma tante a toujours été une battante, elle aurait jamais pu accepter de rester, même pour les enfants. C'était pas une période facile, car évidemment, le mari, lui, il n'était pas vraiment d'accord avec la situation. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une énorme colère envers lui, à cause de cette trahison, ces infidélités. En plus, j'étais proche de lui, je l'appréciais beaucoup, j'avais grandi avec lui. Et l'espoir que j'avais de vivre un jour une relation stable s'est transformé en détermination. J'avais décidé que pour moi, ce serait différent. J'avais décidé que je rencontrerais quelqu'un de bien et que je vivrais une histoire de conte de fées, moi. Que je n'aurais qu'un seul amour dans ma vie. Je voulais avoir un parcours sans faute, être vite diplômée, rencontrer très jeune l'homme de ma vie, être mariée et maman avant mes 25 ans. Je ne sais pas pourquoi à l'époque ça me semblait être la vie de rêve, le scénario idéal. Et à l'époque, je pense que j'avais pas pensé à et après tes 25 ans, il va se passer quoi en fait, tu vois. Mais bon. Et ensuite, je vais revenir sur ma grand-mère. Je t'avais dit que tout s'imbriquait, faut pas s'y perdre. Je t'ai dit qu'elle et mon grand-père maternel, donc mon nono, faisaient chambre à part depuis des années. 12 ans tout exactement. Et les disputes entre eux ne s'arrangeaient pas du tout. Donc lorsque ma tante a demandé le divorce, elle devait chercher un logement ou emménager avec ses jumeaux de 2 ans. Et ma grand-mère, elle a un peu sauté sur l'occasion d'envisager de vivre pendant quelque temps avec ma tante, non seulement pour l'aider avec les enfants, et en même temps pour s'éloigner de mon nono, voire même peut-être de s'en séparer. Nous sommes donc toutes les deux allées vivre chez ma tante pendant quelques mois. Et durant cette période, beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie. Alors, tout d'abord, il y a eu effectivement l'emménagement de mon père dans sa nouvelle maison. Il a vite fait comprendre à ma grand-mère qu'à partir de ce moment-là, les bonnes habitudes d'avant son accident allaient se réinstaller. Que quand je lui rendrais visite, ce serait seul. Il s'était senti obligé de le préciser, puisque avant ça, mes grands-parents m'accompagnaient à chaque fois, que ce soit à l'hôpital ou chez ses beaux-parents. Et là, il voulait plus de tout ça. Il était hors de question que ma grand-mère s'incruste aux visites. Donc, il a mis les choses au clair dès le départ. Et la manière de délivrer le message n'a pas été très délicate, mais bon, c'était de toute façon évident pour ma grand-mère que c'était comme ça que ça allait se passer, donc pas de souci. C'était pas vraiment une surprise, quoi. Et vu que rien n'arrive par hasard, parce que ce détail il est important, lorsque mon père est venu me chercher pour la première fois, donc au nouveau domicile de ma tante, du coup, pour aller voir sa nouvelle maison, a priori, pour nous, tout s'était bien passé. Je suis allée voir mon père, et voilà, après, il m'a ramenée, tout va bien. Et ma grand-mère, mes grands-parents, de toute façon, étaient restés en bons termes avec les beaux-parents de mon père. Et ça nous arrivait, du coup, d'aller encore leur rendre visite de temps en temps, même si mon père ne vivait plus là. Et c'est ainsi qu'on a appris que ma belle-mère avait apparemment mal interprété un comportement de ma grand-mère quand ils sont venus me chercher et qu'elle était fâchée contre ma grand-mère. Bon, j'imagine que tu te perds un peu, c'est pas grave, mais c'est vraiment juste pour le contexte, quoi. Et lorsque j'ai appris ça, du haut de mes 12 ans, j'ai décidé de téléphoner à ma belle-mère. J'ai toujours eu un peu une âme de sauveuse, comme ça, de justicière. Et je comprends toujours pas pourquoi, à l'heure actuelle, pourquoi j'ai pris cette responsabilité. Bon, évidemment, je pense que c'était pour défendre ma grand-mère, mais je comprends pas pourquoi elle m'a laissé faire. Normalement, elle aurait peut-être dû me dire, allez, dégage, c'est moi qui vais faire ça, mais non. Donc le lendemain, je téléphone avec l'intention de parler à ma belle-mère et d'éclaircir le malentendu. Je te passe les détails du malentendu parce que c'était vraiment ridicule. Et c'est mon père qui décroche. Je lui demande donc de me passer ma belle-mère au téléphone et là, il refuse. Et sans que je le voie venir, il me lâche
de but en blanc. Je ne te la passerai pas au téléphone. Et de toute façon, après toutes les belles choses que tu as été racontées sur moi, tu peux m'oublier. Je ne suis plus ton père. Tu n'es plus ma fille. Si tu veux ta pension alimentaire, tu peux m'envoyer ton numéro de compte. Je l'ai coupé pendant ces derniers mots pour lui dire que sa pension alimentaire, il pouvait se la garder et j'ai raccroché. Parce que même si je n'avais pas une relation très profonde avec mon père, ce rejet violent, brutal, soudain et surtout incompréhensible a été un vrai choc. Je pense que c'est vraiment à partir de là que la colère est née en moi, qu'elle s'est ancrée et que de cette colère a jailli mon mode guerrière. Je décide donc de reprendre contact avec mon grand-père paternel, mon papy, et d'entamer la procédure pour me faire légalement reconnaître par mon père, histoire de me venger un petit peu. Et pour la petite histoire, lorsqu'on s'est retrouvés au tribunal, il ne m'a pas adressé un regard. Il a accepté de me reconnaître, mais il refusait de m'en donner son nom. J'ai demandé à être reconnu, mais je refusais de porter son nom, donc ça tombait bien. J'avais alors à peu près 14 ans. Et je resterai 10 ans de ma vie sans nouvelles de lui. Tu te doutes donc qu'il va y avoir des retrouvailles, mais ce sera pour l'épisode suivant. Ensuite, ma mère. Je continuais à la voir, comme d'habitude. Elle ne s'est absolument pas investie dans l'histoire avec mon père. Elle était en colère, mais voilà, de loin. Elle était beaucoup trop occupée à sa propre vie totalement chaotique. Je continuais à la voir passer de désillusion en déception amoureuse. À ce moment-là, elle est dans une situation financière très compliquée. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle me présente pour la première fois une conquête féminine. Bon, ok. Ça ne me choque pas plus que ça. À l'époque, encore une fois, c'était un petit peu plus tabou que maintenant, mais voilà, ça ne me choquait pas vraiment. Surtout que, franchement, je trouvais que c'était beaucoup mieux qu'un homme violent ou alcoolique. Moi, tout ce qui comptait, au final, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, donc pas de souci, tout se passe bien. Je le prends pas mal, quoi. Je veux dire, ça se passe bien. Et ce que je ne savais pas, en revanche, et que j'apprendrai plus tard, c'est qu'à ce moment-là, quand moi je vois juste un chaos énorme dans sa vie, c'est parce qu'en fait, elle était en train de se sevrer pour la première fois. Car ma mère, en fait, était addicte. Mais j'en parlerai plus tard. Et donc, les mois chez ma tante se passent assez bien. On vit un peu comme ça, comme un jeu. Son appartement est proche de mon école. Je découvre un peu d'indépendance en allant à l'école à pied. Et un dimanche, nous allons dans un endroit dont nous avions entendu parler pour sa plaine de jeux. On se dit, mais idéal pour occuper mes petits cousins de 2 ans, allons-y. Et à notre grande surprise, on découvre qu'ils y font aussi karaoké. L'ambiance est super sympa, le lieu est plaisant, les gens sont accueillants. Et en fait, c'était le début d'une énorme aventure car nous allons aller dans cet endroit pratiquement tous les dimanches pendant des années. Et avant de continuer, il faut savoir que dans la famille, on a toujours été fan de musique en fait et de chant. Mon grand-père était chanteur dans sa jeunesse, il chantait encore beaucoup dans les fêtes de famille. Ma mère avait tenté de suivre ses pas, elle a un petit peu rêvé d'être chanteuse, mais bon, son instabilité émotionnelle ne l'avait pas menée loin, malheureusement. Elle n'a jamais vraiment mené un projet à bien, malheureusement. Mais elle était quand même très très douée. D'ailleurs, elle avait animé parfois certains karaokés en soirée, comme ça, comme petit boulot supplémentaire et tout. Et moi, j'ai grandi bercée là-dedans, en fait, dans la musique, dans la chanson. Et j'ai souvent passé des heures à écouter des CD en chantant, en lisant les paroles, tu sais, dans le petit carnet qui était inséré dans le boîtier. Oh, ça nous rajeunit pas tout ça. Si j'ai des jeunes abonnés qui écoutent ce podcast, elles vont même pas savoir de quoi je parle. Donc, Céline Dion, Lara Fabian, Laura Pausini, Whitney Houston, voilà, toutes ces chanteuses-là m'ont accompagnée tout au long de mon enfance. Les chansons d'amour, quoi, tu vois. Et ce dimanche, donc, on se retrouve face à une super ambiance, un karaoké, il y avait du soleil, et ma tante et moi, pour le délire, allons chanter. Alors, non seulement, je me découvre un talent, parce que c'est la première fois que je chante, mais surtout devant un public, parce que je chantais dans ma chambre, mais j'avais jamais chanté devant un public sur une scène, mais j'ai vraiment découvert une vraie passion à l'époque. Sur scène, en fait, je pouvais exprimer tout ce que je voulais, tout ce que je ressentais, tout ce que j'aurais voulu ressentir. Je pouvais me connecter avec les gens, mais
sans peur de l'abandon ou du rejet, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Je pouvais m'exprimer, je pouvais porter ma voix, et surtout là-bas, je pouvais être qui je voulais. Je n'étais plus la jeune fille à la famille déconstruite qui vit avec ses grands-parents parce que sa mère a une vie instable et qui a été rejetée par son père. Le chant a été tellement thérapeutique pour moi. Cet endroit était mon havre de paix. Et avec le recul, je me rends compte aujourd'hui que, en fait, j'ai toujours adoré être sur scène. Déjà même toute petite quand je faisais les fancy fairs à l'école. Enfin, soit. Et ma grand-mère, à nouveau en contact avec le chant, puisqu'elle suivait mon grand-père quand il était chanteur plus jeune, elle a recommencé à penser à mon grand-père. Et en fouillant un peu, elle a découvert qu'il était en contact avec une autre femme. La jalousie et l'orgueil se sont emparés d'elle et elle a tout fait pour le récupérer. C'était quelque chose de beau à voir en fait, car après autant d'années de déchirement, ils ont tout de même réussi à enfin communiquer, à pardonner et ils se sont retrouvés. Et à ce moment-là, du coup, j'ai un peu commencé à m'émanciper de ma grand-mère. Elle était beaucoup moins sur mon dos, elle vivait sa best life avec mon grand-père et ils ont d'ailleurs vécu comme de jeunes amoureux pendant 9 ans, jusqu'à ce qu'à nouveau, tout bascule. Mais la suite de cette histoire, vu que je serai beaucoup plus âgée, ce sera pour la partie 3. Nous continuons donc à aller chanter là-bas tous les dimanches. Et c'est là que je rencontre un jeune homme, un jeune serveur, un étudiant de 17 ans, qui va devenir mon premier petit ami. J'ai alors un petit peu moins de 14 ans. C'est alors que, pour moi, commençait mon conte de fées. C'est comme ça que je le voyais, je le croyais. Il est vite devenu le centre de mon univers. C'était un jeune homme sérieux, il était dévoué, c'était quelqu'un de confiance. Et je pense qu'à ce moment-là, il me paraissait comme le seul qui était acquis. Et avec le recul, je me suis rendu compte que je l'ai vraiment traité, mais n'importe comment, quoi. J'étais capricieuse, jalouse, exigeante, colérique. Ça te rappelle quelqu'un, cette description ? Oui. En fait, totalement guidée par ma grand-mère, j'adoptais exactement sa personnalité à elle. Et lui, en fait, me pardonnait tout. Parce que 3 ans plus tard, il a commencé un peu à faire le malin et à parler rupture. Sauf qu'à l'époque, j'ai 17 ans. Je commence à voir que la vie propose en fait d'autres options. Je m'étais découvert une passion pour le sport, je me sentais bien dans ma peau. Mais je l'ai un peu pris à son propre jeu en rompant réellement. Et aussi sûrement un petit peu par orgueil, je pense. Bon, il l'a vite regretté, mais je me sentais en quelque sorte libérée. Avec ma famille dysfonctionnelle et ensuite le fait d'être très tôt en couple, je n'avais jamais réellement trouvé ma place au sein des gens de mon âge. Cette rupture m'a donné l'opportunité d'essayer à nouveau de rentrer dans le moule. Ce fut un échec cuisant. 1 an plus tard, par hasard, lui et moi, on s'est retrouvés. Et on a tout de suite pensé que notre histoire n'était pas terminée, qu'on n'avait pas dit notre dernier mot. Mais bon, 1 an, c'est long. On n'était clairement plus les mêmes personnes. On s'est acharné encore pendant 3 ans à essayer de réparer les pots cassés, jusqu'à même tenter d'emménager ensemble lorsque j'avais 19 ans, mais ça s'est soldé par une rupture définitive. Tu auras les détails dans l'épisode suivant. Et durant toute mon adolescence, j'avais suivi un chemin bien tracé dans ma tête. J'étais une adolescente qui ne faisait pas d'histoire, qui réussissait bien à l'école, qui respectait ses grands-parents. J'ai mes grands-parents puisque c'est eux qui m'élevaient, donc voilà, je les respectais, j'étais polie, bien élevée. Et lorsque j'ai quitté le secondaire pour entamer mes études supérieures, j'ai découvert un tout autre univers. Pour la première fois, j'étais là où moi j'avais choisi d'aller. J'allais devenir qui moi je voulais être. Je rencontrais de nouvelles personnes. Je conduisais ma voiture. Je me sentais totalement libre. Mes grands-parents, eux, ne m'avaient jamais poussée à rêver grand, à explorer mes options, à parcourir le monde, à sortir de ma zone de confort, ne serait-ce qu'à aller voir dans une ville que je ne connaissais pas. Du coup, quand je suis devenue cette jeune adulte, j'ai compris en fait que la vie, c'était peut-être bien plus. Et c'est seulement là que j'ai commencé à expérimenter des choses, quoi.
Ce qui explique aussi certainement que à un moment, mon couple n'a plus vraiment fait sens pour moi. J'étais en train de devenir quelqu'un de différent. On n'avait plus du tout la même vision des choses. Je trouvais que mon copain était trop fainéant à mon goût, pas assez ambitieux, plein de belles paroles, de belles intentions. Mais les actions n'étaient pas là. Il était jeune, j'étais très jeune aussi. Mais vu qu'à l'époque, je voulais absolument être en couple avec mon futur mari, le futur père de mes enfants, et que je voulais être mariée et maman assez tôt, il fallait que les choses aillent dans ce sens-là, quoi. Donc je le voyais plus comme quelqu'un de responsable avec qui je pourrais construire un avenir. Les disputes ont commencé à s'intensifier, il a recommencé à parler rupture et je suis partie. Et à l'époque, je n'ai pas admis l'impact de cette rupture. Je l'ai enfoui, je l'ai renié. Je me suis encore une fois réfugiée dans ma colère. Car même si je voulais partir, et je le tenais pour responsable en fait. Alors qu'en réalité, c'est à partir de là que mon fonctionnement a commencé à totalement changer au sein de mes relations. Mais avant, il y a une autre personne importante dans ma vie dont je n'ai plus beaucoup parlé, et c'était ma mère. Durant mon adolescence, ma relation avec ma mère a été très compliquée. Elle a donc été en couple avec une femme avec qui elle se disputait énormément, avec qui elle se battait. Donc, ce n'est que plus tard que j'ai appris que c'est parce qu'à ce moment-là, donc, elle traversait un premier sevrage. Cette femme l'a aidée à traverser ce sevrage et elle a aidé donc à sortir de la consommation de drogue. Et avant que j'apprenne tout ça, j'ai vu quand même ma mère fuir ses soucis, ses blessures dans l'alcool, dans les médicaments, dans des relations amoureuses toutes plus toxiques les unes que les autres. Mais malgré tout, j'ai toujours tout fait pour être présente pour elle. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours essayé de lui faire sentir que malgré tout ça, j'étais là, que je l'aimais, que je l'acceptais, que je la soutenais, que je lui pardonnais tout ce que j'avais pu connaître dans mon enfance. Je lui pardonnais ce genre d'abandon de sa part. Et j'essayais de lui faire comprendre qu'elle méritait d'être aimée et respectée pour ce qu'elle était. Mais ça n'a jamais été suffisant. Et j'ai à nouveau développé de la colère envers elle, en fait. Parce que je me disais, mais merde, en fait, je suis pas assez pour que ça lui donne la force de se battre, quoi. Et plus tard, j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, en fait, à quel point mon mode guerrière m'avait aidée. Car jamais dans mon parcours, que ce soit mon parcours scolaire, dans mon humeur, dans mes relations en dehors de ma famille, avec mes amis ou autres, personne n'aurait pu imaginer ce que je traversais en privé. Et approchant l'âge adulte, ma mère s'était quand même un petit peu relevée. Je veux dire, elle avait retrouvé un boulot, elle était totalement sortie de la drogue, assez bien des médicaments, elle était juste sous antidépresseurs, l'alcool n'était plus qu'occasionnel. Elle avait changé de relation, elle était dans une relation plus ou moins stable. Tout a toujours été relatif par rapport à la stabilité des relations de ma mère. Puis quand je parle de stabilité, c'est surtout en comparaison avec le reste, puisque cette fameuse relation stable, c'était quand même avec un mec totalement tordu, mais bon, ça on s'en est rendu compte qu'après. Et notre relation s'était un peu améliorée. Et donc toutes ces péripéties de mon adolescence ont fait naître cette guerrière dont la colère, était le moteur. Je n'accordais que très très peu de crédit aux émotions, aux sentiments. Je faisais toujours passer la raison, la logique en premier. J'écoutais jamais mon cœur. D'ailleurs, il me parlait pas. J'écoutais que ma tête. Et selon moi, c'était la seule manière d'avancer, la seule manière de me protéger. Je voyais ma grand-mère qui avait toujours été une énorme dépressive, dégoulinante d'émotions, qui se laissait totalement déborder. Et ma mère qui, elle, était tout le contraire de moi, qui se faisait sans arrêt avoir. Non, tu vois, hors de question. Et pour moi, ça fonctionnait très bien. La colère, elle était productive par rapport à la tristesse ou l'empathie ou j'en sais rien là. Je voulais rien savoir. Moi, la colère, écouter sa tête, c'était parfait, j'avançais, je réussissais, tout allait bien. J'étais déterminée à réussir mes études, à être toujours première de classe, à me construire un bel avenir. Et j'avais décidé que jamais je ne donnerais de pouvoir à ce qui arrivait dans ma vie privée, en fait, qui pourrait enrayer mes plans. Je refusais de reconnaître que ça pouvait avoir la moindre influence sur moi, en fait. Puis je me sentais bien trop forte,
bien au-dessus de tout ça. Quand on est adolescente comme ça, on a l'impression de tout savoir et d'être super fort. Mais bon. Jusqu'à ce que je vive cette rupture et que je me retrouve dans la vie d'adulte, faisant des études supérieures pour mon avenir et que ma relation avec ma mère s'améliore. Car c'est à la suite de ces événements que j'ai commencé à tout remettre en question. Et je suis devenue une jeune femme totalement insécure, au dodo la guerrière. J'ai réalisé à quel point j'avais été dure avec ma mère, à quel point j'avais été insupportable avec mon copain. Et même si je voulais pas le reconnaître, en arrière-plan, de nouvelles croyances étaient nées. Que c'était ma faute, que c'était à cause de mon comportement, que j'avais été beaucoup trop dure, exigeante, capricieuse, que c'était parce que j'avais fait comme ma grand-mère, en fait. Alors, ce qui était vrai, mais en réaction à ça, je suis devenue quelqu'un de totalement opposé. Tolérante, empathique, faisant passer toujours l'autre en premier, évitant les conflits. Je n'osais même plus exprimer qui j'étais moi, en fait, ou ce que je voulais vraiment. Je faisais passer toujours les besoins de l'autre en premier. Je me pliais en quatre pour plaire. Je n'avais pas encore réussi à trouver le juste milieu, comme tu peux le comprendre. Et je pense que je suis devenue cette personne par mimétisme en côtoyant ma mère, en fait. Je m'étais tellement rendu compte qu'en étant comme ma grand-mère, j'avais foutu en l'air une relation de presque 6 ans que, inconsciemment, je me suis rapprochée du fonctionnement de ma mère. Grosse erreur. Grosse erreur. Mais bon. Et pendant des années, j'ai vécu échec sur échec. Enfin, leçon sur leçon, plutôt. Mais à l'époque, c'est pas comme ça que je les voyais. J'ai aussi culpabilisé pour beaucoup de choses. Moi qui, avant, ne pensais jamais avoir tort, je commençais à penser que j'avais tort sur beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'étais en totale désillusion avec mon choix d'études et j'envisageais de changer. Un accroc de plus dans le plan que j'avais élaboré. J'avais donc à peine 20 ans, célibataire, et je devais repenser tout mon avenir. Je t'ai raconté tous ces événements parce que il m'a fallu des années avant de trouver l'équilibre entre ces deux facettes de moi. Moi qui ai grandi en étant tout le temps dans une colère productive contre le monde, je devenais une adulte qui ne voulait plus de cette colère, mais qui commençait donc à douter de tout. Et surtout qui a commencé à douter d'elle-même. J'ai commencé à douter de moi, de mes choix, de mes décisions, de qui j'étais. L'échec de mon couple, le fait d'avoir été rejetée par mon père, tout ça a enclenché une sorte de besoin de validation que j'ai cherché chez tous mes partenaires suivants, jusqu'à ce qu'enfin je manifeste le bon. Et cela peut te sembler ridicule, tu vois, à 20 ans, être célibataire, ne pas savoir quoi faire de sa vie, en fait, c'est le lot d'une majorité de gens. Mais sauf que moi, je le voyais pas comme ça. J'ai été mature très tôt à cause de la manière dont j'ai grandi. J'ai, très jeune, dû être l'adulte responsable, vu que personne ne l'était à ma place. Et mon plan de vie, il était très clair dans ma tête, pendant longtemps. Même physiquement, j'ai toujours paru plus âgée. À 13 ans, on m'en donnait 18. À 18, je ne faisais absolument pas tâche dans un groupe de 25-30. On devait voir dans mon regard que mon vécu m'avait fait vieillir avant l'âge, à mon avis, je sais pas. Et je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de connaître l'innocence de la jeunesse. Alors le fait que tout s'écroule, justement, quand je ne suis qu'à quelques années du but ultime que je m'étais fixé, et devant tout recommencer à zéro, pour moi, c'était un vrai échec et je l'ai très, très mal vécu. Et je te partage tout ça aussi pour te faire comprendre que notre passé ne nous définit pas, en fait. Tu décides de ce à quoi tu donnes du poids, de l'histoire par laquelle tu veux te définir. Et justement, je ne te raconte pas mon histoire parce qu'elle m'a définie, mais parce que j'ai pu en tirer des leçons essentielles. Et si je peux t'épargner certaines épreuves et te faire gagner du temps en te partageant tout ça, j'aurai tout gagné. Ma mission me tient à cœur, car je trouve ça tellement difficile de trouver le mi-chemin, l'équilibre entre se respecter soi-même, mais accepter de faire des compromis aussi pour le bien-être de son couple. Se choisir, mais sans devenir égoïste. S'exprimer, mais en laissant la place à l'autre aussi. Guérir nos traumas,
mais laisser à l'autre l'opportunité de guérir les siens. Et ce chemin que j'ai traversé et que je traverse encore au quotidien avec mon mari, parce qu'on n'est jamais totalement guéri ou parfait, ou voilà, on est toujours en apprentissage, mais je veux te le partager. Je veux t'aider dans ce processus pour que tu ne perdes plus de temps avant d'être heureuse. Pendant longtemps, je me suis mis une pression. J'avais l'impression que si je ne faisais pas certaines choses avant un certain âge, mais qu'après ce serait trop tard. Je vivais dans l'urgence comme s'il ne me restait que peu de temps. Sauf qu'en vivant comme ça, je n'ai pas vraiment vécu en vrai. Mais la vie, elle est courte. Et le bonheur, c'est ici et maintenant. Et j'aurais vraiment aimé comprendre ça plus tôt. Et encore, je m'estime heureuse de l'avoir connu si tôt au final. Et dans la prochaine partie, je te raconterai donc l'époque de ma vie où j'ai renié ma guerrière et réveillé mes émotions, et surtout toutes les leçons que j'ai tirées de ça. Je te raconterai mes retrouvailles avec mon père, la perte de mon grand-père, la dégringolade avec ma mère, ma rupture après des fiançailles, mon passage par l'obésité, ma relation avec un pervers narcissique, que j'avais déjà cité dans mon tout premier épisode, et la rencontre avec mon mari. Et autre anecdote bien croustillante que je te laisserai découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode très intime de Confidence d'une guerrière. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer et surtout à le partager à une autre guerrière qui en a besoin. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'échanges. Tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis, ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.